Moi, je pense qu'il faut aller là où il y a de la vitalité, là où il y a de l'énergie, tu vois? Un peu comme l'enfant en nous qui a envie de faire quelque chose parce qu'il adore, tu vois? Moi aussi, mon potentiel est illimité et c'est pas parce que je suis faite, d'un bois différent des autres gens, en fait, parce que tout le monde est capable et c'est juste qu'il faut y dédier du temps et de l'énergie et je pense que c'est le chemin d'une vie de se dire: «Mais tiens, qui je peux devenir et jusqu'où j'ai envie d'aller dans cette vie?» Ça demande une attention de tous les jours pour se choper. Tu sais, on s'attrape à penser quelque chose et on se dit mais oh, je savais pas que je pensais comme ça. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rêver parce que on leur a pas dit que c'était possible pour eux et on n'a pas dit que c'était ok d'encourager, d'avoir d'avoir une vision plus grande. Moi, ce qui m'aide pour pouvoir créer cette vie-là, c'est d'aller me connecter à la version de moi qui l'a déjà fait. Parce que je pense que beaucoup de gens repartent depuis un espace du passé au lieu de créer un ancrage du futur pour pouvoir avancer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer pour la communauté My Parachutes Anne-Claire Méret, qui est l'auteur du livre Millionaire from the Heart. Bonjour Anne-Claire et merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette interview. Bonjour Mathéo, bonjour à toutes et à tous qui nous regardez et merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, Anne-Claire est coach, formatrice pour les coachs, auteure, créatrice de programmes d'empuissement, tu me diras ça après parce que je n'arrive pas à les prononcer correctement, et d'éveil. Et en fait, sa mission est d'aider l'humanité à vivre tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. Et donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc encore, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Claire. Et du coup, effectivement, je suis assez curieux. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'empuissancement? Déjà, comment on le prononce correctement? Désolé d'avoir écorcé le mot. Pas de problème. Empuissancement, alors c'est comme ça qu'on dirait en français, un mot qu'on utilise plus volontiers en anglais, qui est empowerment. Ah, Et ok, donc, ok. c'est vraiment revenir dans sa souveraineté personnelle, sa puissance personnelle, sentir qu'on peut créer sa vie et avoir un impact dans le monde. Super. Super, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'expression que tu utilises beaucoup dans ton livre, et je pense que tu l'utilises beaucoup aussi dans tes communications avec tes clients, etc. C'est le fait de dire, le fait de vivre depuis l'espace du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre depuis l'espace du cœur? Pour moi, ça veut dire vivre depuis son essence, en intégrité avec qui on est et connecté avec la source. Alors on peut utiliser le mot qu'on veut, on peut utiliser Dieu, on peut utiliser les forces de la nature. Moi j'aime bien parler de vitalité, tu sais l'énergie de vie qui nous traverse. Et quand on se rend disponible à ça, alors ça coule à travers notre cœur et on peut servir le monde avec tout ce qu'on est. Et donc pour moi c'est ça, vivre depuis l'espace du cœur. Super. Du coup, je suis curieux si, voilà, si tu peux nous partager un peu ton histoire, de manière assez synthétique évidemment, mais comment tu as découvert le fait de pouvoir vivre depuis l'espace du cœur? Qu'est-ce que tu as pris pour le faire? Bref, qu'est-ce que tu as fait que tu t'es connecté avec le fait de vivre depuis l'espace du cœur? Oui. Alors ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça a pris du temps. D'abord, il y a eu un chemin de guérison important. Donc moi, je souffrais beaucoup d'insomnie et d'anxiété jusqu'à la fin de ma vingtaine. Donc là, au moment où on enregistre ce podcast, je vais avoir 41 ans cette semaine, en fait. Et Waouh! Joyeux anniversaire, hein, Claire. merci. Et donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis sur ce chemin, je dirais 12, 13 ans. Et donc, au début, ça a été vraiment pour guérir ce côté insomnie, anxiété, et puis tu sais, toujours un peu mal au ventre, stressé. Ça, c'était vraiment ma nature. Et donc, je me Mhm. sentais déconnectée de ce qui était juste pour moi, de ce qui n'était pas juste pour moi, et aussi très poreuse au monde extérieur, tu sais, savoir ce qui m'appartient, quelles sont mes émotions, quelles sont celles des autres, est-ce que c'est vraiment mes choix, est-ce que c'est les choix des autres, etc. Et puis, je me suis embarquée sur ce chemin de naturopathie pour pouvoir régler mes problèmes de sommeil. Au début, naturopathie, sophrologie, EFT, qui est Emotional Freedom Technique, pour pouvoir libérer les émotions qui sont bloquées, sophrologie. Et puis, à mesure que j'ai utilisé ces pratiques pour moi et que je me suis formée aussi, eh bien, il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur. Tu vois, c'était petit à petit comme une Mhm. reconnexion à moi-même, petit à petit. Mais ça a été un chemin de patience, tu vois, de guérir une partie, puis une autre partie, puis une autre partie. D'accord. Ouais, D'accord. c'est ça. D'ailleurs, dans la manière dont tu le racontes, et je ne sais pas si c'est le cas ou pas, tu me diras, j'ai un peu l'impression que
tu as commencé pour soigner des problèmes de santé, qui étaient l'insomnie. Et après, les liens avec les autres, j'ai l'impression que la connexion, en fait, que tout était d'une certaine manière lié, tu l'as fait un peu avec les temps, avec tes découvertes. Je ne sais pas si c'est le cas, ou alors si pour toi c'était clair depuis le départ que comme tu étais toute une personne, que les différentes choses étaient unies. Non, c'était pas du tout évident pour moi parce que je venais d'un milieu très conventionnel. Mes parents, ils avaient confiance dans la médecine conventionnelle avec l'industrie pharma, etc. Donc j'avais plutôt l'habitude, tu sais, de prendre des petites pilules pour régler les problèmes, ce qui marchait pas très bien. Donc pour moi, ça a été vraiment un chemin de reconnexion pour savoir écouter ce qui se passait à l'intérieur, écouter les sensations physiques, écouter les émotions, écouter ce que je voulais vraiment dans la vie. Et puis ça a Hmm. ouvert plein de portes. Super. Tu disais que c'était pour toi, et je pense que pour tout le monde, un chemin de patience. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et du coup, comment est-ce que on peut cultiver la patience? Je crois que d'abord, on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas accès à tout dès le début, tu vois. On n'a pas accès à toutes les parties de nous dès le début. C'est un chemin. C'est le voyage du héros, tu vois, et de l'héroïne. Je pense que l'antidote à l'impatience, ce serait la curiosité, de se Hmm. poser la question tous les jours, qui je peux devenir? J'ai de la curiosité pour la personne que je suis en train de devenir. Comment je peux regarder la vie avec ses yeux curieux? Et puis, découvrir mes ressources. Et ça, je trouve que ça donne de la patience parce que ça donne plus envie de profiter du voyage, de se dire, mais quelles ressources je suis en train de développer aujourd'hui en traversant ce challenge. Et donc là, en mettant de la lumière dessus, déjà, je pense qu'on va plus vite, plutôt qu'en s'énervant, tu sais, du fait que ça aille pas assez vite. Et puis, cette curiosité, après, je pense qu'elle grandit. Elle grandit de plus en plus. Plus on met de la lumière dessus, plus il y a de la place à découvrir qui on est. Hmm. Je vais essayer de reprendre un petit peu avec mes mots. Tu me dis si pour toi j'ai juste. Il y a ce côté où finalement, comme tu dis, hein, de toute manière, énervé, ça ne nous emmène pas forcément plus vite au résultat. Donc déjà, manquer de patience, comme tu dis, on n'a pas le choix. Et ensuite, il y a ce côté de dire, bah, finalement, je me concentre du coup plus sur le voyage que sur la destination, en étant curieux finalement de découvrir à chaque pas, voilà, comme tu C'est disais, ça. quelles sont mes ressources, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, etc. Être présent à ça. C'est Oui. super intéressant. Et du coup, là c'est d'une certaine manière, c'est ton voyage personnel. Mais à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, ma mission de vie, c'est un peu d'aider les autres à faire pareil, d'aider les autres à se reconnecter à leur espace de cœur. De quoi est-ce que tu penses est née cette mission de aider, en fait, tu dis aider l'humanité à vivre tous les jours un peu plus depuis l'espace de cœur. Mhm. À quel moment tu t'es dit, mais en fait, c'est ça ma mission, aider les autres. Je l'ai senti assez tôt parce que quand j'ai découvert la naturopathie, pour moi d'abord, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, donc j'en parlais avec tous mes amis, qui d'ailleurs ne m'avaient rien demandé. Parce que, et en fait, moi, j'étais juste en train de déverser tout ce que j'avais découvert. Et après, quand j'ai fait une école de naturopathie, d'abord pas pour en faire une carrière, hein, mais parce que j'étais très curieuse à propos de plus de, tu sais, je me suis débarrassée de mon armoire pharmaceutique dans ma maison. Et puis, je me suis dit, je vais remplacer par des choses plutôt dans ma cuisine, et puis je vais apprendre comment utiliser les herbes naturelles, etc. Donc, je l'ai fait pour moi, et à chaque fois que j'allais en week-end de naturopathie, je faisais un petit résumé, et je l'envoyais à tous les gens que je connaissais. Et encore une fois, ils m'avaient rien demandé. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, c'est plus grand que moi, c'est quand même super intéressant, à un moment, il va falloir que je le partage avec le monde. Mais moi, D'accord. j'étais timide. Et je suis toujours d'ailleurs quelqu'un de plutôt réservé dans la vie. Et quand j'ai avancé sur ce chemin où j'ai appris de plus en plus des choses passionnantes comme ça, à un moment, j'ai dû travailler sur moi pour apprendre à parler en public et à aller parler de ce qui m'intéressait parce que le message était plus grand que mes peurs. Et donc, Hmm. ça a été un chemin pour moi, ça. Ça a été un gros morceau. D'accord. Donc, d'une certaine manière, c'était un peu une évidence, un peu comme tout à l'heure, tu as dit, on n'a pas trop le choix que d'être patient. Là, pour toi, tu n'avais pas trop le choix non plus que finalement, d'accepter cette mission. C'était ça. En fait, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas la refuser. C'était une évidence. Super. Merci beaucoup. Et du coup, pour quelqu'un qui souhaite entreprendre un petit peu ses voyages et se reconnecter davantage à son espace de cœur, quelles sont les pratiques quotidiennes, les habitudes que toi tu conseilles de mettre en place pour commencer? Hmm. Déjà, prendre du temps pour soi.
Et je pense que c'est une chose qui est un petit peu évidente, mais que beaucoup de gens oublient parce que nos vies sont très très remplies. Elles sont remplies parce que déjà, on a plein d'obligations, de par le travail, l'environnement familial parfois, les amis, les transports, etc. dans la journée. Mais après, il y a d'autres choses qui sont optionnelles. Netflix, scroller sur les réseaux sociaux, voilà, dire oui parfois à des invitations auxquelles on avait envie de dire non. Mais on dit oui parce qu'on a l'impression que socialement on est un peu obligé pour maintenir des connexions, maintenir des rôles qu'on a construits avec les autres. Et donc c'est apprendre à distinguer l'important du moins important, ou du non important d'ailleurs, et puis faire de la place pour avoir du temps pour soi. Une fois qu'on a du temps pour soi, on peut aller à la rencontre de qui on est vraiment. Et d'abord, ça peut se faire tout simplement en se posant et en ne faisant rien. Ce que peu de gens font aujourd'hui. C'est pas facile de rien faire. Parce qu'on se retrouve confronté à ses pensées, à ses émotions, à plein de choses qui refont surface, à peut-être aussi son anxiété. Mais c'est en regardant ce qui se passe à l'intérieur qu'on va pouvoir véritablement venir se rencontrer et affiner la perception de nos sensations. Et donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup d'anxiété, j'avais beaucoup de peur, etc. Donc je savais pas trop ce que je ressentais, si ce que je ressentais c'était à cause de l'environnement, si si ça venait vraiment de moi, etc. Et donc au fur et à mesure, plus on arrive à se rencontrer, plus on arrive à sentir qui on est profondément à l'intérieur. Et on arrive à sentir quand on est connecté à notre cœur et quand on est déconnecté de notre cœur. Ce qui est plus facile après quand on a cette boussole pour choisir le bon travail, choisir le bon partenaire, choisir les bons projets, le bon lieu de vie, etc., etc. Parce que on sent comme une réponse à l'intérieur qui dit oui, ou une réponse à l'intérieur qui dit je crois pas, cherche encore. Hmm, d'accord. Tu me fais penser à la première fois où j'ai essayé de méditer, alors ça m'a beaucoup marqué, parce que j'essayais de faire un peu tout seul, là, donc autodidacte. Donc j'étais aussi au bord du lit, et donc je m'étais dit, je reste, je sais pas si 5-10 minutes sans rien faire. Et donc ce côté de dire, j'ai rien à faire pendant 5-10 minutes, la première fois, c'était mais insupportable. Je pense que j'aurais préféré faire un truc que je déteste, mais pas être là à rien faire. Donc je comprends quand tu dis c'est pas évident de ne rien faire. C'est vrai. Je pense qu'il faut s'habituer à. Et du coup, peut-être c'est le fait de s'écouter soi. C'est peut-être ça auquel on n'est pas habitué et qui peut-être nous fait peur. Ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ouais, je me reconnais à ce que tu dis. Fait de dire, c'est pas évident forcément de s'écouter. Et, et du coup, tu dessines un peu des phases, une phase où euh, on essaie de se comprendre, de regarder qui on est, quand tu dis un peu mettre un peu de clarté entre ce qu'on ressent, nos peurs, nos ressentis, etc. Et une phase où on sait l'utiliser un peu comme guide dans nos choix, oui, dans nos décisions importantes. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens, j'imagine que c'est comme tout, quelque chose de progressif, mais à quel moment tu sens que les chemins que tu prends les bons, que tu es en train de vraiment te reconnecter? Est-ce qu'il y a des signes qui te font dire, oui, je vais par les bons chemins? Mm. Pour moi, je sens que c'est comme si à l'intérieur il y avait une expansion. Tu vois, ça respire. Et quand ça respire, il y a la vie qui traverse, qui passe à travers moi. Et à contrario, quand c'est pas pour moi, il y a plutôt une tension, c'est une contraction, tu vois. Et la vie ne passe pas, c'est bloqué, il n'y a pas de respiration. Et je pense que ça s'est affiné avec le temps, à mesure où j'ai été plus détendue aussi à l'intérieur. Parce qu'avant, j'étais tout le temps en tension. Et je pense que quand on est tout le temps stressé, tout le temps sur le qui-vive, c'est plus difficile d'écouter cette contraction et cette détente à l'intérieur, cette expansion, parce que on n'a pas les sensations qui sont justes. Tu vois, c'est comme si Hmm. le fil était brouillé. Donc ça demande quand même un niveau d'attention à soi et d'être capable de créer un espace de détente pour se poser les questions depuis un espace de relative neutralité, tu vois. Je me pose cette question, est-ce que je dois déménager à Bali ou est-ce que je dois déménager au Costa Rica, par exemple? Eh bien, j'écoute à l'intérieur et si j'arrive à faire une page blanche, tu vois, je fais comme une page blanche et je pars depuis un espace de neutralité où je suis relativement détendue, je vais sentir si je suis plutôt crispée ou plutôt en expansion. Et si je suis en expansion, alors j'ai envie d'y aller, il y a plus de curiosité, il y a plus d'enthousiasme et il y a plus de courage aussi. Et courage, ça vient du cœur. L'étymologie, c'est la rage au cœur. Donc il y a une énergie qui vient du cœur quand il y a du courage. Ok. Euh, donc, d'une certaine manière, je suis intéressé quand tu dis, il y a soit cette respiration, cette distension, cette relaxation, soit cette contraction.
j'imagine qu'il y a des endroits un peu particuliers où on peut les ressentir. Mm. Je ne sais pas, peut-être que c'est des choses un peu différentes pour chacun, je ne sais pas. Mais du coup, quels sont les points auxquels qu'il faut écouter finalement pour sentir cette Mhm. tension ou cette respiration, d'après toi? Je pense que c'est très personnel. Je vais partager les miens et puis je vais inviter chacun, chacune à regarder un petit peu quels sont leurs points de tension et leurs points de détente, justement. Moi, c'est beaucoup la mâchoire qui est crispée ou qui est détendue, tu vois. Quand Mhm. c'est vraiment... D'ailleurs, je le sens parce que quand j'ai des journées plutôt tendues, la nuit, je vais grincer des dents, des choses comme ça. Alors que sinon, je vais le sentir que je suis détendue et tout va bien aller. Je le sens aussi dans ma respiration au niveau de mon ventre, tu vois. Si j'ai une respiration qui est pleine et entière, ou si elle est un petit peu retenue, contractée. D'ailleurs, ça me fait souvent mal au ventre d'avoir une respiration contractée Mhm. pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. La digestion va être impactée, etc. Je le sens aussi dans le haut de mes épaules, dans le cou, dans le haut de mes épaules. Et d'ailleurs, je le sens même dans la posture. Parfois, je suis un peu comme ça, tu sais. Un peu comme un cintre, tu vois. Si je suis en tension, je me promène un peu comme un cintre dans la vie. Alors que si je suis en décontraction et en expansion, je sens que mes épaules, elles sont plus basses, elles sont plus détendues. J'ai plus comment on dit, d'amplitude de mouvement quand je tourne la Mhm. tête et tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu des exemples que je pourrais donner, mais chacun va avoir ses ressentis propres. Tu vois, toi quand je dis ça, est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont connectées à ça? Alors, tu me fais penser à effectivement des périodes dans ma vie où je sentais, quand je me réveillais le matin, que le truc un peu tendu dans les mâchoires et dans les dents. Donc, tu vois, assez naturellement, je me suis dit, mais du coup, est-ce que c'était lié justement à cette tension-là? Il faudrait que j'arrive à me rappeler exactement quand c'était. Donc, je vais faire l'exercice après, Mhm. Claire, pour me dire où est-ce que, à quel moment de ma vie c'était. Et aussi les épaules, je le sens beaucoup aussi. Le fait de, comme tu dis, un peu comme un cintre, où tu as les épaules qui sont là, plutôt que d'être bien relaxé. Ouais. Et je trouve génial, en fait, ce que tu dis, bah, en fait, il faut vraiment s'écouter chacun les siens, et tu vois, il n'y a pas de recette universelle. Et voilà. Du coup, Mais j'aime beaucoup cette invitation à s'écouter. en fait, on a les réponses à l'intérieur de nous, de ce qui est juste pour nous. Et la plupart d'entre nous, on cherche les réponses à l'extérieur. Et donc, on va aller chercher des gourous, tu vois, des gens, des médiums, tu vois, des gens qui vont nous raconter ce qu'on est censé vivre, etc. Mais à l'intérieur, on sait déjà. Et Hmm. puis, il n'y a pas d'erreur. Parfois, on a l'impression qu'on fait des erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est qu'on devait traverser des challenges pour découvrir des nouvelles parties de soi. Et donc, c'est à chaque fois une aventure de vie quelque part. Et tous nos chapitres n'ont pas à être forcément super beaux et roses et papillons et licornes. Mais parfois, il y a aussi des défis, c'est des forêts, c'est sombre, parce qu'on avait des choses à apprendre, à découvrir. Je prends par exemple l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pour les courageux, hein. On est d'accord. On est d'accord. J'avais d'ailleurs une question là-dessus que je te poserai après. Donc, c'est pas tout beau tout rose quand on devient entrepreneur. Mais en même temps, c'est un incroyable voyage de découverte de soi. Et puis ça nous fait beaucoup grandir, ça nous fait beaucoup avancer, ça nous fait nous tenir droit, d'avoir une posture de chef d'entreprise, de prendre des décisions. Et donc c'est tellement important. Et donc ça nous permet de découvrir différentes parties de nous. Et encore une fois, si on invite la curiosité, ça va être plus facile de traverser ces parts-là qui sont peut-être plus challengeantes. Et on va ressortir plus grand, on va ressortir plus puissant avec des nouvelles compétences. Et je pense que c'est le chemin d'une vie de se dire, mais tiens, qui je peux devenir et jusqu'où j'ai envie d'aller dans cette vie. Ouais, il y a beaucoup de messages que je trouve très inspirants encore. Merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, le fait de dire, en fait, la vie n'a pas toujours être toujours rose, facile. Il y a aussi des moments qui sont pas évidents, que voilà, c'est difficile, c'est sombre, comme tu dis. Euh, et en fait, ça me fait penser que très souvent, bien sûr, c'est des moments qui sont pas agréables sur l'instant, que si on, si on nous demandait, on aurait évité bien volontiers. Et en même temps, si je regarde, tu vois, avec du recul, ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est probablement ces moments-là qui m'ont le plus construit. Ouais. Et d'une certaine manière, euh, je suis content de les avoir vécus, même si c'était des moments difficiles, euh, parce que ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et si les parcours étaient toujours été faciles, je pense que je serais un peu une moins bonne personne. J'aime beaucoup les citations, donc ça me fait
penser à une citation de Jim Brown, qui est un de mes mentors, qui disait ne souhaite pas que ce soit plus simple, souhaite que tu sois une meilleure personne. Et je pense que voilà, ça me fait penser à ça. Et aussi à l'entrepreneuriat, en fait, ces voyages un peu... tu vois, c'est vraiment un voyage en soi. J'ai découvert l'entrepreneuriat après avoir découvert les devs perso. Et je trouve que c'est vraiment je sais pas, l'exercice parfait des développements personnels, le fait d'être entrepreneur. Parce que voilà, ça nous challenge toujours, ça nous fait confronter à nos peurs, à nos limites, et nos croyances, etc. Et du coup, il y avait un peu ces côtés... peut-être les peurs, ça m'intéresse d'abord. Après, je passerai aux croyances. Et d'ailleurs, je te disais que j'avais une question pour toi, justement, dans ces voyages-là. Moi, j'ai ressenti profondément une peur du manque quand je suis passé de la vie de salarié que j'avais avant à une vie d'entrepreneur maintenant. Je pense que cette peur-là était là depuis bien avant, mais elle s'est révélée plus à ce moment-là. D'ailleurs, je ne suis même pas certain de l'avoir complètement dépassé, voire je ne pense pas. D'après ton expérience, quand petit à petit on commence à se connecter à l'espace du cœur, quelles sont les peurs qui se révèlent le plus et de quelle manière tu conseilles de les aborder? Alors, il y en a plusieurs. Il y a la peur du changement, la peur de se transformer, et puis la peur de l'inconnu, quelque part. Si je change, je ne sais pas encore qui je suis en train de devenir, donc j'ai peur de ce qui est en train de se passer et de ce que ça va chambouler. Et je pense que beaucoup de gens ne changent pas dans leur vie parce qu'ils ont peur d'être créateurs de chaos. Ils ont peur de créer, tu sais, des chamboulements autour d'eux, que les gens ne les reconnaissent pas. Aussi de perdre des connexions avec des personnes qui leur sont chères. Peur de se retrouver seul, même si parfois leur environnement ne leur convienne pas. La peur d'être seul est plus grande que la peur de perdre les gens qui sont autour, parce qu'ils ont peut-être conscience que les gens qui sont autour ne sont pas forcément bénéfiques pour eux, mais être seul, ce serait pire que tout. Il y a la peur de sa grandeur aussi. Je pense que c'est Marianne Williamson qui le dit. C'est notre peur la plus profonde, c'est bien notre part de lumière, et c'est révéler tout ça. Et j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage parce que moi, parfois, quand je me connecte à l'infini des possibles pour ma vie et quand j'écoute vraiment les idées qui me traversent et quand je me dis, mais oui, en fait, je suis capable de leur donner vie, parfois, ça me donne le vertige. Et je me dis, mais c'est trop grand pour moi. Et est-ce que je suis capable? Et donc, il y a toutes ces peurs-là que beaucoup de gens ont. Donc, il y a la peur de rater, il y a la peur de réussir. Moi, je pense que la peur de réussir, quelque part, elle est même plus grande que la peur de rater. Tu vois? La peur de sa grandeur et de ce que ça va impliquer, parce que ça implique aussi de prendre la responsabilité de tout ça. Et donc, ça veut dire un engagement au quotidien. Et je me rappelle mon compagnon, quand il est devenu entrepreneur, donc seulement il y a 3 ans, quand on a décidé de déménager, on était en Europe ensemble pendant le Covid, et il était salarié, et moi j'étais déjà entrepreneur depuis longtemps. Et je lui ai dit, mais il va falloir sauter le pas là. On va déménager à l'étranger, il faut que tu te mettes à ton compte et tout. Et je me rappelle, il m'a dit un truc, il m'a dit, ça veut dire que je vais devoir donner le meilleur de moi tous les jours. Et quand il était salarié, il pouvait venir et faire acte de présence. Ça ne veut pas dire qu'il ne donnait pas le meilleur de lui-même, souvent, il donnait souvent le meilleur de lui-même. Mais parfois, il pouvait venir et être un peu, faire profil bas, et puis venir à une réunion, dire pas grand-chose, et puis traîner derrière son écran, puis c'est tout. Et quand on est entrepreneur, ça dépend de nous, ce qui va se passer. Et donc, ça veut dire que tous les jours, on doit, en anglais, on dit show up. Tu sais, on doit donner son meilleur, on doit arriver, et puis on doit créer quelque chose dans le monde. Et ça demande un engagement que beaucoup de gens ne veulent pas prendre. Je pense que on n'a pas forcément été habitué comme ça dans l'environnement scolaire, et puis dans l'environnement professionnel, c'est un petit peu plus, je fais pas trop de vagues, je fais ce qu'on me demande de faire et ça suffit. C'est un shift. Tu me fais venir à l'esprit, je ne sais pas si tu suivais cette technique-là à l'école, quand tu n'es pas très bien préparé, que le professeur commence à interroger, tu essaies de baisser le regard, dire j'espère que ça ne tombe pas sur moi. Je fais encore ça. Parce que comme je suis réservée, quand je suis toujours dans une classe ou un groupe de partage, je lève pas les yeux, j'espère qu'on va m'oublier. En fait, du coup, tu dis, effectivement, ça demande du courage. Je pense que c'est pas vrai que tu n'as pas le choix.
parce que tu peux, je pense que tu vois, ça m'arrive encore en tant qu'entrepreneur de ne pas réussir à donner le meilleur de moi-même chaque jour. Par contre, ce qui est évident, c'est que je vais tout de suite, entre guillemets, payer les conséquences du fait que je ne l'ai pas fait. Ouais. Or, tu vois, quand tu es dans un environnement où tu es à plusieurs, etc., où c'est pas toi le responsable, limite, comme tu dis, ça peut passer. Ça peut pas trop se voir, etc. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, aussi, je reviens sur cette peur de sa grandeur, la peur de sa lumière. Tu m'as beaucoup inspiré quand j'ai lu cette partie-là dans ton livre. Ça m'a fait, du coup, ça m'a obligé à me poser des questions. Tu vois, à un moment donné, tu invites, et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais de tous les bouquins, avec des questions, etc. Vraiment, tu guides beaucoup les gens. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que j'invite les gens à lire les bouquins, parce que c'est vraiment une invitation continue sur ça. Et là, à un moment donné, quand tu parles de ça, tu invites à se poser la question, mais en fait, dans ton enfance, à quel moment tu as préféré ne pas montrer ta lumière? Et ça m'a fait prendre conscience que je l'ai fait, moi, je le faisais pour ma sœur. Tu vois, je n'ai jamais été conscient de ça. Euh, et après, je ne sais pas ce que je vais faire de ça, mais en tout cas, c'est intéressant au moins d'en être conscient. Et du coup, de reprendre le chemin. Du coup, pour toi, quels étaient les freins principaux quand toi, tu as découvert ça? Tes peurs, c'est ça, c'était la peur de ta grandeur aussi qui t'est bloquée? Qu'est-ce que... Oui, moi j'avais peur de faire des vagues, tu vois, Hmm. d'être visible. J'avais peur que on m'attaque sur les choses que j'allais partager. Tu sais, tous les trolls sur Internet. Et aussi, si je me montrais dans une conférence et que quelqu'un disait, mais non, mais vous avez tort, mademoiselle. Enfin, tu vois, j'avais très peur d'être contre-attaquée par rapport à ce que je disais et tout ça. Ce qui en fait est arrivé très rarement. Et donc, c'est marrant comme on se monte la tête, on se raconte des histoires en fait. On se raconte des histoires sur des choses hypothétiques qui pourraient se passer, mais c'est pas ce qui se passe. Et donc ça, c'était, je pense, mes peurs principales, c'était me montrer et puis être attaquée en retour du fait de m'être montrée. Hmm. Et aussi, je crois que j'avais peur d'être déconnectée des gens avec qui j'allais parler. Je pense qu'une de mes premières peurs, c'était ça. Quand je suis devenue naturopathe, j'avais un petit peu cette image de le naturopathe, c'est celui qui sait, parce qu'il a étudié, donc il transmet des recommandations de santé naturelle Hmm. à ses clients. Et j'avais peur de ne pas réussir à créer des connexions avec les gens, donc c'est pour ça que j'ai dû prendre des cours de prise de parole en public, pour comprendre qu'en fait on crée une connexion avec les gens qui nous parlent, même si avec les gens à qui on parle, même si c'est 100 personnes, même si c'est 1000 personnes, et même si c'est sur Internet par exemple, et qu'on ne peut pas savoir combien de personnes sont dans la salle, c'est toujours une personne quelque part. Et donc, c'est toujours à une personne qu'on parle et à qui on vient déposer comme un secret ou quelque chose qu'on a Hmm. découvert et on forme une équipe. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait de poser des questions et d'interpeller les gens. C'est que c'est pas forcément moi qui sais pour eux, mais si j'ai une bonne question qui leur permet à eux de s'interroger à l'intérieur, de se dire, mais attends, j'ai fonctionné comme ça depuis 30 ans, depuis 50 ans. Et Anne-Claire, elle vient me poser une question, ça interrompt mon flot de pensée et je peux penser différemment, il y a peut-être une autre réponse qui va émerger. Et là, je trouve que c'est génial parce qu'on peut créer une conversation ensemble et ça devient beaucoup plus intéressant. Hmm. Donc, je suis sortie un petit peu de cette image de la blouse blanche devenue la blouse verte au naturel pour créer plutôt une forme d'équipe avec les gens avec qui j'avais envie Ouais, de parler. cette image que tu utilises, ça me parle énormément. Et d'ailleurs, je te remercie parce que je n'avais pas ça à l'esprit de dire. euh, En fait, on peut former une équipe avec les personnes avec qui je suis en train d'échanger, avec qui je suis en train de créer une connexion. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif finalement, c'est-à-dire on fait équipe et on avance ensemble. J'aime beaucoup, merci beaucoup pour ce partage. Autre question qui me vient à l'esprit, que je trouve être une question, moi j'en entends souvent, j'imagine que toi aussi. D'ailleurs, c'était un des premiers commentaires qui arrivait sur la vidéo. J'ai fait une synthèse de ton livre, donc pour les personnes intéressées, je mettrai un lien. Euh, et assez naturellement, une personne demandait, merci, super intéressant, mais du coup, comment est-ce qu'on arrive à trouver sa passion? Comment est-ce qu'on arrive à trouver ça? Euh, C'était une question que je me suis beaucoup posée aussi. Je suis pas certain d'avoir la bonne réponse. Du coup, est-ce que toi, tu as quelques invitations pour les personnes qui seraient intéressées à trouver leur passion?
Oui. Alors, je peux partager moi comment je l'ai fait et puis peut-être que ça donnera envie à des gens de suivre aussi comment eux ils pourraient le faire. Moi, je pense qu'il faut aller là où il y a de la vitalité, là où il y a de l'énergie, tu vois, là où il y a de l'enthousiasme, de la joie, une grande curiosité, tu vois, genre passionné, quoi. Un peu comme l'enfant en nous qui a envie de faire quelque chose parce qu'il adore, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi avec la naturopathie. Donc, je me suis dit, mais c'est tellement génial d'apprendre à me guérir moi-même, à prendre soin de moi, à être vraiment dans ma puissance personnelle vis-à-vis de ma santé, mais aussi santé physique, mentale, etc., que je voulais apprendre la naturopathie pour moi. Et au début, c'était pas pour une vocation, c'était pas pour faire un métier. Et je pense que c'est un peu le secret, tu vois. Parce que Hmm. si j'étais allée en me disant, je vais en faire un métier, une carrière, etc., je pense que j'y serais allée avec trop de pression sur moi, plutôt que d'y aller juste parce que bah, c'est un kiff, j'ai envie d'y être et ça me fait plaisir. Et donc, pendant plusieurs années, j'étais vraiment dans la naturopathie pour moi. D'ailleurs, j'ai étudié le week-end pendant 3 ans et demi. Pendant ce temps-là, j'avais un autre travail. Et c'était pas, voilà, je le faisais parce que ça m'intéressait. Et puis, l'intérêt a pris tellement de place qu'au bout d'un moment, bah, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Parce que quand on fait de la place à quelque chose, forcément, ça grandit. Parce que ça devient un centre d'intérêt qui prend différentes parts de notre vie, puis les choses, elles se connectent entre elles, et puis l'univers, il nous envoie plus de ça. Hmm. S'il sent qu'on dit oui, il va nous envoyer plus de ça. Pour moi, quand on fait un pas, la vie, elle en fait 10. Mais encore faut-il faire le pas vers ce qui nous intéresse. Et moi, je sentais que la naturopathie, c'était pas le bout du chemin, tu vois. Je sentais que Hmm. c'était pas la destination à laquelle j'allais arriver, mais c'était intéressant et j'avais envie de le faire. Et il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la joie, il y avait de la passion. Mais je voyais pas comment ça allait pouvoir créer un succès ou je voyais pas parce qu'en France naturopathe c'était pas reconnu, c'était enfin tu vois c'est un métier comme ça que les gens font un peu comme un hobby, enfin, c'est comme ça que je le voyais et finalement ça a ouvert beaucoup de portes et je pense qu'on sous-estime les portes qui s'ouvrent quand on suit nos passions. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un pourrait dire j'ai envie de lancer un podcast. Mais les podcasts, ça rapporte pas d'argent, ça prend beaucoup de temps. Il y a plein de gens qui abandonnent en cours de route, etc., etc. Tu vois, c'est pas rentable, ça vaut pas le coup. Mais ils y pensent tout le temps. Ils disent, il faudrait qu'un jour je lance un podcast, tu vois. Mais peut-être que s'il y a un potentiel vital là, s'il y a quelque chose qui est très excitant quand on se connecte à cette idée, mais c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Peut-être que en créant le podcast, il va se passer quelque chose au fur et à mesure. Peut-être que l'invité de l'épisode numéro 17, c'est peut-être la femme de sa vie, tu vois. Ou peut-être que l'invité numéro 54 va lui proposer un job et qui va devenir CEO d'une entreprise dans 5 ans qui va boomer. Peut-être que l'invité de l'épisode 74 va lui donner un tuyau sur la crypto et il va devenir richissime. On sait pas, tu vois. C'est la vie, elle a des indices comme ça au fur et à mesure pour nous. Et comme nous, on voit pas la destination finale et qu'on se dit c'est pas ça qui va me rendre riche et qui va me créer la sécurité financière à laquelle j'aspire, je vais juste pas le faire. Mais si tu le fais pas, tu peux pas rencontrer la femme de ta vie, l'entreprise qui va t'embaucher et la super crypto qui va décoller. Donc, suis les étapes de ta vie parce que sinon, ça va pas arriver tout ça. Ouais, j'aime beaucoup cette image que tu as utilisée en disant si tu fais un pas, la vie en fait 10 pour toi. Donc, tu t'as pas apporté tout le poids du projet ou du chemin sur toi. Et la vie va beaucoup t'aider, mais tu dois faire ces premiers pas. Oui. Ça, je trouve, c'est très inspirant. Et du coup, là, effectivement, tu es rentré un petit peu finalement dans les sujets, dans le titre de ton bouquin Millionaire from the Heart. Et en fait, c'est un peu la thèse centrale de ton bouquin, c'est que on nous a toujours appris à voir un peu la voix de son cœur en opposition avec l'argent et l'abondance financière. Or, tu dis, ben, en fait, déjà, c'est pas vrai que les deux choses sont en opposition. Même, il y en a une qui est la conséquence de l'autre. C'est l'argent vient, l'abondance vient parce qu'on est connecté à notre cœur. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi convaincu que c'est vrai, que c'est vraiment ça? Parce que c'est ma réalité. Mais si tu m'avais dit ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans, j'aurais souri et j'aurais dit je serais déjà chanceuse de vivre confortablement, tu vois. Parce Hmm. que pour moi, les premières années d'entrepreneuriat ont été difficiles et puis j'avais pas d'entrepreneur autour de moi, donc j'ai dû tout apprendre petit à petit. Et puis c'est vraiment la découverte du coaching. Donc je me suis formée au coaching en 2017
Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup du coaching qui était tourné vers le mindset vis-à-vis du succès. Et d'ailleurs, Hmm. c'était pour ça qu'avant, j'avais des jugements vis-à-vis du coaching. J'avais l'impression que c'était pour les gens qui étaient très ambitieux ou pour les sportifs ou pour les... en anglais, on dit high achievers, tu sais, les gens qui veulent aller très très loin, très très haut. Et moi, tout ce que je voulais, c'était être heureuse et en bonne santé. Donc, je m'identifiais pas à ces personnes-là. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, je crée ma réalité avec mes pensées. Et grâce au coaching, j'ai pu être une meilleure observatrice de mes pensées et puis j'ai pu les reformuler et commencer à travailler avec des exercices de coaching que je partage d'ailleurs dans le livre beaucoup pour pouvoir me rendre compte que je me limitais, que je me créais un univers qui était tout petit par rapport au champ des possibles. Et Hmm. donc j'ai commencé à m'intéresser davantage aux gens qui ont réussi au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, j'ai pris des cours, j'ai pris des coachs, et puis j'ai commencé à regarder qu'en fait, moi aussi, mon potentiel était limité. Et c'est pas parce que je suis faite d'un bois différent des autres gens, en fait, parce que tout le monde est capable. Et c'est juste qu'il faut y dédier du temps et de l'énergie pour vraiment aller regarder à l'intérieur les histoires qu'on se raconte, d'où ça vient. Moi, mes parents étaient fonctionnaires. Mes parents, quand on leur proposait de l'avancement, ils en voulaient pas parce que c'était trop de responsabilités, préféraient rester là où ils étaient. Donc, tu vois, c'est vraiment un mindset. Hmm. Bon, on va pas faire de vagues, on va toucher le même salaire toute notre vie, mais ça leur a réussi parce qu'ils ont pu acheter une maison, ils ont pu créer la vie qu'ils avaient envie de créer, et tout ça a fonctionné pour eux. Mais il y a d'autres façons de vivre sa vie si on le souhaite et on peut choisir. Et ça, je savais pas avant. Et donc petit à petit, ça a fait sa place. Et ça demande une attention de tous les jours pour se choper. Tu sais, on s'attrape à penser quelque chose et on se dit, mais oh, je savais pas que je pensais comme ça. Dis donc, je me vois juger telle personne ou je me vois me raconter une histoire par rapport à cette situation. Mais quoi d'autre est possible? Hmm. Et là, on se rend compte que De, d'autres choses sont possibles. ouais. D'une certaine manière, tu es en train de dire un peu la même chose sur, quand tu disais au départ, le fait de s'observer, d'observer un peu son ressenti. Là, tu amènes le même type d'observation, mais du coup sur ses pensées, sur ses croyances. Et là aussi, à force de regarder, on voit plus clairement. Et Ouais. d'ailleurs, c'est une chose qui m'a aussi marqué dans ton bouquin, euh, c'est le fait de dire, en fait, euh, si tu as une vision un peu confuse comme ça de ce que tu peux accomplir de ta vie, c'est juste parce que tu n'y as pas encore suffisamment dédié du temps. Mm. Donc, prends du temps régulièrement, idéalement chaque jour, pour, euh, pour visualiser finalement quel type de vie tu as envie de vivre, etc. Et tu dis que toi aussi, tu as dû passer plusieurs mois de cette observation-là avant de commencer à clarifier cette vision. Et pour moi, c'est une vraie question. Tu disais, moi, je ne me reconnais pas du tout aux personnes un peu ambitieuses qui veulent réussir. Moi, c'est un peu le contraire. Je me suis toujours un peu reconnu avec ces personnes-là. Et en même temps, j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Tu vois, il y a j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Tu vois, un peu ce côté-là. Et je trouve que dans cette idée de travailler sa vision, on a la clé parce que finalement, comme tu dis, c'est pas forcément la bonne manière de vivre. Il y en a plein. Il faut juste trouver celle qui est bien bon pour soi. Par contre, il faut que ce soit un choix. Et pour que ce choix soit clair, il faut se donner du temps. Et du coup, si on veut prendre du temps tous les jours, quelles sont les questions que tu nous invites à nous poser pour justement cultiver notre vision? Mm. Oui, et merci pour ton partage personnel sur ce que tu es en train de vivre. Il y a des choses qui m'aident, donc peut-être que ça va être aussi des clés pour toi et pour les autres personnes qui nous écoutent. Je pense que travailler sa vision, c'est quelque chose qui s'affine au fur et à mesure et que au début, on a une vision qui est pas forcément la nôtre, parce que parfois, c'est par rapport à ce qu'on a vu d'autres gens vivre, et donc ça vient enrichir un petit peu ce qu'on va créer comme vision, et au fur et à mesure, ça va s'affiner. Je pense que pour les gens qui ont du mal à trouver leur vision, c'est intéressant d'abord de se poser la question de quoi je ne veux plus, avant de se demander qu'est-ce que je veux, parce que comme ça peut aider à faire de la place pour pouvoir effectivement décider de ce qu'on veut. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rêver parce qu'on leur a pas dit que c'était possible pour eux et on n'a pas dit que c'était Hmm. OK d'encourager, d'avoir une vision plus grande. C'est un petit peu des caprices, tu vois. Il y a des gens, Hmm. on leur a dit rêve pas trop grand, ce sera un caprice d'avoir plus que ce que tu as déjà. Alors qu'en fait, si, allez-y, faites des caprices et autorisez-vous à imaginer la plus belle vie possible pour vous. Et ensuite, moi, ce qui m'aide pour pouvoir créer cette vie-là, c'est d'aller me connecter à la version de moi qui l'a déjà fait.
Et donc ça, je le fais plutôt en méditation ou je peux le faire à l'écrit. Tu vois, je vais aller rencontrer la Anne-Claire du futur et puis je vais aller me connecter à son énergie. Donc, comment elle se sent? C'est quoi sa posture dans la vie? Comment elle réagit face à certains événements? Qu'est-ce qu'elle dit? De qui elle est entourée? Comment elle s'habille? C'est des détails, hein, mais ça me permet de me la représenter et de me connecter à son énergie. Et ensuite, je peux lui poser des questions. Donc, comment t'as fait ce que t'as fait, Claire du futur? Quels conseils tu peux me donner par rapport à ce que je suis en train de traverser ici et maintenant comme défi? Et puis, je vais aller regarder aussi les qualités d'être qu'elle a développées pour être qui elle est. Parce que ce qui est important, c'est pas tant ce qu'elle a fait, c'est plutôt qui elle était quand elle l'a fait. Et donc, je vais aller regarder un petit peu ces qualités d'être dont elle fait preuve. Peut-être qu'elle est davantage patiente. Peut-être qu'elle exprime pleinement. Alors, moi, souvent, quand je me connecte à l'Anne-Claire du futur, elle a quelque chose de très. Comment on pourrait dire? Il y a une joie un peu. En fait, j'ai l'image du singe qui me vient. Un petit peu, tu sais, joyeuse, un peu moqueuse, un peu playful, tu sais, elle joue Hmm. beaucoup. Et donc, c'est pas tellement qui je suis aujourd'hui. Enfin, c'est déjà plus aujourd'hui qui je suis qu'il y a 10 ans. Mais je sens que c'est une qualité que si je la fais grandir en moi, que je suis plus joueuse, je vais devenir plus elle. Et donc, si je suis connectée à ça davantage au quotidien, ça va m'aider à développer qui je suis en train de devenir. Et il faut pas hésiter à se laisser surprendre par les réponses qu'on a. Parce que moi, j'aurais pu me dire, mais en fait, c'est parce qu'elle a eu des super stratégies pour réussir, etc. Mais en fait, non. Tu vois, la réponse, elle est ailleurs. Et C'est super intéressant. Oui. Pardon. non, non, c'est juste ça, juste avoir de la curiosité pour ce qu'on va découvrir. Et j'ai une coach avec qui, parce que moi, je suis plutôt sérieuse, tu sais. Bon, là, j'ai pas mes lunettes, mais c'est un petit peu plus ça, tu sais, c'est la bonne élève. Et j'ai une coach à qui je disais, mais comment je peux faire pour aller plus vite, pour devenir plus vite cette femme? Et elle me disait, tu sais, l'important, c'est pas forcément les grandes actions. C'est, pose-toi la question tous les jours, comment tu peux être cette femme 1% de plus tous les jours? 1%, c'est pas beaucoup. Mais mine de rien, si c'est tous les jours, ça va devenir beaucoup très vite. Et moi, j'aime bien ça. Parce que finalement, c'est un changement qui va être durable, qui va vraiment s'insérer dans tous les domaines de ma vie. Et après, je vais l'incarner, en fait, cette femme. Et je suis tous les jours un petit peu plus elle. Hmm. Et je pense que c'est ça le secret pour replier le temps et pour faire arriver les choses qu'on a envie de faire arriver. Et donc, parce que je pense que beaucoup de gens repartent depuis un espace du passé au lieu de créer un ancrage du futur pour pouvoir Hmm. avancer. Or, nous ne sommes pas notre passé. Dans le passé, effectivement, on a eu des expériences dont on a tiré des fruits et aujourd'hui, on a des ressources qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est génial. Mais dans le passé, on a aussi accompli des choses qui sont ce qu'elles sont. Et souvent, on a l'impression qu'on peut faire que 2 fois mieux ou 3 fois mieux. Tu vois, on va comparer par rapport à une échelle du passé. Mais si on se connecte à qui on peut être dans 10 ans, par exemple, euh, c'est le jour et la nuit. Et donc, moi, je préfère beaucoup me connecter à cette énergie du champ des possibles où Anne-Claire, elle a déjà accompli de vendre des centaines de milliers de livres, par exemple, dans plein de langues, plutôt que de me connecter à des expériences passées où certains de mes livres sont allés au pilon, tu vois. Yes. Yes. Et c'est super. C'est vraiment une invitation très puissante, Akar. Je te remercie. Donc, je retiens deux choses pour moi. Et voilà. Après, c'est cette idée, effectivement, de dire. euh, En fait, si je fais tous mes différents projets, etc., c'est pour devenir le Mathéo que je suis pas encore aujourd'hui, plus que, euh, plus que des résultats peut-être plus tangibles, mais moins profonds. Finalement, je dis pas que c'est pas bien de rester à côté, c'est très agréable et c'est génial. Mais la vraie raison, au moins pour moi, c'est la personne que j'ai envie de devenir. Et du coup, comment est-ce que je peux rencontrer plus régulièrement cette personne? Et je pense que ton invitation, elle est géniale pour ça. Et le 1%, le 1%, c'est très puissant aussi. Euh, il y a eu une fois où j'ai eu cette vision assez claire, où finalement tu te dis toujours, voilà pourquoi ça marche pas très bien pour moi, ou toutes les excuses que tu te donnes, pourquoi, voilà. Euh, et j'avais écouté ça de Tony Robbins, où finalement il disait, finalement le point de départ,
et insignifiant au vu de ce que tu vas devenir à force d'alimenter qui tu es, de grandir chaque jour de 1%. Et ça fait, il utilise un peu l'image de l'avalanche, qui commence tout petite, elle devient énorme. Et finalement, où est-ce que l'avalanche a démarré a peu d'importance au vu de l'énergie que l'avalanche a à la fin. Et ça, voilà, cette image de 1%, ça m'a rappelé de ça, donc je te remercie de ça, hein, Claire. Ah ouais, je vois que le temps passe vite, c'est super intéressant la discussion. Du coup, peut-être une question pour toi. Est-ce que tu as eu des mentors, des guides? Finalement, tu as parlé un peu de tes coachs, etc. Mais est-ce qu'il y en a qui sort un peu du lot et que tu as envie de partager avec les autres, qui t'ont aidé dans ces chemins? Oh là là, il y en a beaucoup. S'il y en avait une, peut-être davantage ces dernières années, j'ai une coach qui s'appelle Regan Hillier. Elle est d'origine de Nouvelle-Zélande, mais elle habite au Costa Rica. Et c'est une femme qui est formidable. Pour moi, elle vient d'une autre planète, je pense. Tu vois, elle est incarnée ici comme un ange sur Terre à faire sa magie. Euh, alors, elle a une énergie quand même très américaine, réussite à l'américaine. Mais pour moi qui l'ai rencontrée en vrai, qui travaille avec elle depuis maintenant 3 ans et demi, à travers ses programmes et puis aussi en coaching individuel, je sais que, en fait, elle est très connectée à son essence et elle aide les gens à se reconnecter à leur essence et à avoir des réussites extraordinaires. Et donc, elle a aidé plein de gens à devenir millionnaires et tout, moi inclus. Et vraiment juste en se reconnectant profondément à qui on est et pas en nous transmettant des stratégies, mais en nous permettant d'écouter. Par exemple, je vais donner un exemple. Elle m'a aidé à me connecter à l'énergie de mes livres et connecter à l'énergie de mes programmes. Et souvent, je pense que quand on crée quelque chose, comme par exemple un livre ou un programme en ligne ou quelque chose comme ça, on devient très sérieux et on a l'impression qu'on doit faire plaisir à notre audience ou qu'on doit faire plaisir à nos lecteurs, etc. Et donc, on ne sait pas trop quoi garder pour le livre, on ne sait pas trop comment faire. Et elle m'a vraiment aidé à réaliser que les livres qui veulent naître à travers moi, un peu comme des enfants, ils vont avoir leur propre personnalité, ils vont avoir leur propre rôle à jouer dans le monde, etc. Et donc, c'est vraiment connecté avec cette énergie qui a envie de passer à travers moi pour être créée, pour être mise au monde. Alors, moi, je suis pas maman, mais alors, avec tout ce que j'ai créé, j'ai l'impression d'avoir donné naissance à tellement de choses. Et elle m'a vraiment aidée dans ce sens, à être la Anne-Claire qui accepte la mission et qui va honorer ce projet qui la traverse. Parce que ce projet a quelque chose à transmettre au monde et à ma façon. Et donc, dans ce sens, je remercie vraiment Regan Hillier de m'avoir montré que je suis capable de faire des grandes et belles choses si j'écoute les idées qui me traversent. Super. Est-ce que cette dame a écrit des bouquins? Ok. Elle a beaucoup de programmes en ligne et il me semble qu'elle a créé des livres, mais qui sont plutôt déclinés de ses programmes. D'accord. Bon, j'irai chercher pour voir s'il n'y a pas une synthèse à faire justement sur ça. Je trouve très inspirant ces côtés. Connecte-toi d'abord à ton essence, à ton énergie, et le reste, ce sera une conséquence naturelle de tout ça. Oui. Ça m'arrive de le vivre, des moments comme ça, de me sentir connecté à l'énergie. Je vois bien la différence que ça fait. Donc, voilà. Je résonne pas mal avec ces messages, donc merci pour ce partage inspirant. Est-ce qu'il y a, bah voilà, ça forcément, vu ma chaîne, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question. Si tu devais recommander 1, 2, 3 livres pour les personnes qui nous suivent, quelles seraient ces lectures que tu recommanderais? Alors, bon, ça va être en anglais parce que je lis beaucoup en anglais. J'ai bien aimé It's Not Your Money de Tosha Silver. C'est un livre, pour moi, ça a beaucoup vibré parce que j'ai vraiment l'impression que l'abondance qui me traverse, elle est au service de créer plus de vie, tu vois. Parce que j'ai plus d'argent, je peux contribuer à davantage de projets, etc. Et j'ai vraiment l'impression que l'abondance vient à moi parce que je suis comme une bonne hôtesse pour l'argent, pour pouvoir faire grandir des choses. Donc, It's Not Your Money, Tosha Silver. J'ai lu il y a quelque temps un livre que j'avais beaucoup aimé de Harv Eker, Millionaire Mind. Donc là, on reste sur la thématique de l'argent, hein, comme ça, tout est connecté. Et puis un autre que j'avais aussi adoré qui s'appelle A Happy Pocket Full of Money
Je l'ai lu 2 fois celui-là, mais j'ai oublié le titre de l'auteur. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur, mais le titre est super. A Happy Pocket Full of Money. Et, euh, et il m'avait emmené ce livre. J'avais adoré. Je l'écoutais en marchant sur la plage et il y avait beaucoup de pépites dedans. Super, merci beaucoup. Je crois que je lu celui de Harvey Kerr, il faut que je regarde, mais je crois que celui-là je l'ai lu, mais pas les deux autres. Donc ça va faire des belles découvertes également. Je repars avec 3 lectures de l'échange. Génial. Est-ce que, du coup, si tu as envie de partager, quels sont tes prochains projets auxquels tu as envie de donner naissance, à Claire? Oui. Cet été, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc, je lève un petit peu le pied. J'ai juste une retraite à la fin du mois de juillet, une retraite d'écriture. Et j'ai aussi un programme en ligne auquel je viens juste de donner naissance là le mois dernier pour aider les gens à écrire des livres et écrire, publier ou auto-publier. C'est leur choix parce que moi, j'ai fait les deux dans ma carrière d'auteur. Et puis promouvoir leurs livres. Donc, vraiment connecter à l'essence de leurs livres, encore une fois, mais aussi avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir publier un livre, dépasser ses résistances parce que, ouh là là, il y en a. Comme dans la vie d'un entrepreneur, la vie d'un auteur, c'est pas évident. Et puis se faire connaître aussi, diffuser son message dans le monde. Donc j'aide maintenant les auteurs. J'ai aidé plein de gens à être publiés ces dernières années. Donc j'ai ce programme en ligne en français et en anglais et la retraite à Bali avec moi à la fin du mois de juillet. Donc c'est vraiment là-dessus en ce moment que je suis concentrée. Super, super, super. Merci beaucoup à nouveau, à Claire, pour, Avec joie. voilà, pour tout ce que tu as partagé, ta générosité, ton énergie, ton sourire. J'ai beaucoup aimé la discussion. Est-ce que tu aurais un dernier message à partager avec les personnes qui nous suivent, un mot de la fin? Oui, j'ai envie de dire à tout le monde de suivre son cœur parce que moi, quand j'imagine une humanité où tout le monde suit son cœur, eh bien, je vois une humanité avec pas de compétition, tu vois, parce que chacun suit son propre chemin, parce on a une vibration unique à exprimer dans le monde et donc on va pas regarder ce que fait le voisin, on va pas perdre du temps à aller se comparer avec les autres, on va juste donner le meilleur de soi. Et puis, je pense que quand on sera mieux aligné à notre cœur, eh ben, il y aura pas de guerre, en fait. Il y aura juste chacun donne son meilleur et donc l'humanité va évoluer. Et on pourra alors réformer l'éducation, la santé, s'occuper de la planète. En fait, il y a tellement de choses qu'on va faire à partir du moment où chacun sera centré sur son cœur. Moi, je vois le plus beau monde possible qu'on peut créer tous ensemble. Donc, je suis peut-être un petit peu utopiste, mais aujourd'hui, clairement, c'est comme ça que je vis et que beaucoup de gens autour de moi vivent. Donc, je voudrais juste que ça se répande. Super, merci, merci aussi pour ce dernier message. Merci de nous inviter à nous reconnecter chaque jour, plus que la veille, à notre espace de cœur. Merci beaucoup, c'est une très belle invitation, c'est un très beau message. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis dans cette interview. J'espère que, voilà, que tous les clés partagées par Claire vous ont été utiles. Il me reste que vous dire à très vite pour de nouvelles idées. Ciao, ciao, merci encore Claire.